Bonjour à tous. Alors j'ai la lourde tâche de rattraper le temps perdu, donc je vais essayer d'être brève. Donc cette dernière table ronde, si vous n'en êtes pas déjà convaincus, va vous montrer à quel point la transition énergétique est pourvoyeuse d'emplois, d'innovation, de croissance. Et j'invite tout de suite Nadia Beuglin à venir introduire cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous, et un vraiment très chaleureux merci à Myriam d'avoir invité l'ADEME à intervenir cet après-midi. Alors, on l'a vu durant ces 2 jours, la contrainte carbone n'est pas simplement une contrainte, c'est également une formidable opportunité de revoir nos organisations, nos modèles d'affaires, nos activités pour en assurer une plus grande durabilité, peut-être aussi une plus grande équitabilité, plus de liens sociaux, plus d'emplois locaux, bref, d'en faire un avenir qui soit durable et désirable. Au niveau de l'ADEME, nous avons produit des visions 2030-2050 pour essayer de se projeter dans cet avenir durable et désirable. Et vous en retrouvez sur ce graphique. Vous en retrouvez sur ce graphique les principaux résultats que vous connaissez maintenant puisqu'ils ont également été repris dans la loi. Nous pensons qu'avec des scénarios volontaristes, ambitieux mais réalistes, nous pouvons obtenir une division par 2 de nos consommations d'énergie d'ici 2050 et en conjuguant ça avec le déploiement des économies d'énergie et des énergies renouvelables, obtenir le fameux facteur 4 d'ici 2050 en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On a complété notre travail avec un travail sur la consommation durable et qui là aussi nous montrait qu'on pourrait raisonnablement réduire de moins 17% l'empreinte carbone totale des ménages, c'est-à-dire importation incluse. Ça revient à réduire de 25% par individu si vous prenez en compte l'augmentation démographique. Alors parmi les autres indicateurs issus de cette étude, nous estimons qu'on pourrait gagner de l'ordre de 1 point de PIB tous les 10 ans, et ceci correspondrait à des créations d'emplois à l'horizon 2030 de l'ordre de 330 000 et à l'horizon 2050 de l'ordre de 680 000 à 875 000. Alors autant d'évaluations on vous montrera, autant de chiffres différents on trouvera. Si on regarde les travaux préparatoires à la stratégie nationale bas carbone, à l'horizon 2030, on annonce plutôt quelque chose un peu supérieur à 100 000 à mettre au regard de ces 300 000. Mais comme en parlait Denis Bepin hier soir, il s'agissait là de simulations qui sont sur les mesures déjà prises et bien entendu nous allons en prendre d'autres d'ici 2050. Un mot sur l'efficacité énergétique qui est un des piliers de ces évolutions-là. À l'horizon 2030, on espère gagner de l'ordre de 20% d'efficacité énergétique sur les procédés industriels les plus communs, avec, pour 3/4, des technologies qui sont déjà largement éprouvées et existantes et qu'il suffirait quelque part de généraliser. Parmi les principaux secteurs, bien entendu, créateurs en termes d'emploi, on retrouve le bâtiment avec l'objectif du président de la République de faire 500 000 logements rénovés par an à compter de 2017. On n'y est pas, mais pour la première fois, on a aussi une combinaison d'outils qui jouent à la fois sur l'offre et sur la demande, qui devrait permettre d'améliorer les choses et de créer au final 75 000 emplois directs et indirects. Vous avez sur la courbe le doublement des entreprises reconnues garants de l'environnement en un peu plus d'1 an, ce doublement étant également lié au fait que maintenant, pour bénéficier des aides fiscales, il faut faire appel à un professionnel RGE. Autre exemple, la chaleur biomasse, où là aussi, sur la base de ce qu'on a pu faire sur le fonds chaleur, on estime que pour l'horizon 2020, on pourrait avoir jusqu'à 13 000 emplois et faire des économies conséquentes en termes de facture de gaz, puisque ça reviendrait à moins 808 millions d'importation de gaz.
Nous avons déjà collectivement beaucoup parlé de la Loire, en insistant beaucoup sur la nécessité d'une appropriation dans les territoires par tous les acteurs. Je n'y reviendrai pas de la même manière sur la COP21. À la fois le fait que, bien sûr, il faut se battre pour avoir l'accord le plus intéressant possible, mais qu'à côté de ça, c'est l'engagement des acteurs non étatiques, l'agenda des solutions, qui fera aussi une partie de la réussite de la chose. Un mot simplement sur un élément de la loi dont on n'a pas parlé, qui est la partie qui est dédiée à l'économie circulaire et aux déchets. C'est juste essentiel, puisque ça va nous permettre de mieux préserver nos ressources. Ça peut également contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour ne donner qu'un exemple, en 2013, on a recyclé 3,2 millions de tonnes d'emballages ménagers. Ça correspond à 2,1 millions de tonnes de CO2 économisés. Bien sûr, il ne faut pas juger ces chiffres sur le seul CO2, parce que sinon, ça vous fait des coûts d'abattement assez monstrueux de la tonne de CO2. Alors tout ça ne pourra pas aller sans innovation, et sans une innovation qui soit à la fois appréciée, connue et également voulue par le grand public. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons exposé un certain nombre des réalisations du programme d'investissement de l'avenir sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris en juin dernier. Et là encore, il est question d'emploi et de croissance, puisque sur le premier milliard que nous avons pu investir, les bénéficiaires estiment que l'on pourrait créer 10 000 emplois et générer 10 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires. Alors juste quelques exemples rapides de ces innovations. En haut à droite, vous avez Optimode Lyon, qui est une sorte de smartphone avec une application une sorte de smart grid, de la mobilité, qui vous permet en temps réel de trouver le trajet multimodal le plus intéressant, que vous soyez un voyageur ou que vous ayez une marchandise à faire livrer. Ça, c'est un projet des investissements d'avenir. Deuxième exemple, Coulicar, qui lui est un projet soutenu par la mairie de Paris et qui vise, avec un boîtier, à pouvoir s'affranchir du passage de la clé quand on prête sa voiture. Vous imaginez que ça génère également des nouveaux modèles d'affaires, par exemple pour des grandes enseignes spécialisées dans les pots d'échappement et qui, voyant diminuer le nombre de voitures, voyant donc diminuer le nombre de pots d'échappement, verront avec plaisir s'accroître le nombre de boîtiers. Dernier exemple, qui est d'un autre registre, c'est plutôt un exemple d'innovation commerciale. Vous avez peut-être vu, Total offre aujourd'hui 20 € pour votre premier trajet Blablacar. C'est un système qui est basé sur les certificats d'économie d'énergie, et c'est le parallèle de ce qui a pu arriver dans le domaine de l'électricité, où les électriciens se sont fait des vendeurs de l'efficacité énergétique. Alors, pour être court, et parce qu'on a déjà vu beaucoup de secteurs, j'ai choisi simplement de vous donner quelques points, peut-être un peu décalés, sur un secteur qu'on a à peine effleuré, et qui est la consommation en biens et services des ménages. En gros, si on ramène à l'individu ses émissions carbone liées à sa consommation totale, 25% se passe chez lui, 25% dans ses transports, reste près de 50% ou un peu plus, ça dépend comment on comptabilise les choses, qui relèvent du cycle de vie, production, distribution et fin de vie des biens et services qu'ils consomment. Alors, dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a des grandes tendances de réduction à la source, d'amélioration unitaire, qui de temps en temps sont complètement balayées par des changements de consommation ou par des nouveaux produits. Et puis il y a quelques signaux qui pourraient augurer de changements plus profonds. Alors, pour en citer là encore quelques-uns, il y a déjà Internet qui permet une relation directe, une mise en relation directe entre l'offre et la demande. Et à partir du moment où vous pouvez vendre à 10 € votre poussette sur Internet très facilement, vous n'avez plus aucune raison de la jeter ou de la garder inutilement 8 ans dans votre garage. Donc là, on pourrait avoir des économies de matière et de ressources liées à un turnover plus grand des produits. Deuxième exemple, l'économie de fonctionnalité. Donc en haut à droite, Seb, je ne sais pas si vous avez une raclette, mais si vous avez un appareil à raclette, vous l'utilisez en moyenne 2,8 fois par an. Donc on peut imaginer que d'en posséder un ne soit pas forcément le système le plus optimisé. D'où là aussi un nouveau modèle d'affaires de location, et un modèle
où plus le produit dure longtemps, plus l'entreprise gagne de l'argent et plus on économise des ressources, c'est-à-dire à peu près le système inverse de celui qui prévaut actuellement. En bas à gauche, un doggy bag à la française, qui a été adopté récemment par des restaurateurs lyonnais, dont des étoilés, pour essayer de mettre l'objet en honneur et de changer nos comportements de consommation. C'est particulièrement important puisque cet après-midi, notre ministre réunit la grande distribution pour essayer de lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est quelque part le pendant pour la restauration. Et pour finir, le jeune homme en bas à droite est en train de coller sur sa boîte aux lettres des petits autocollants qui symbolisent les différents produits qu'il est prêt à prêter à ses voisins, outillage, vélo, voiture, etc. Alors bien sûr, vous allez me dire, les motivations ne sont pas furieusement écologiques au départ. Elles peuvent être économiques, elles peuvent être de solidarité, de communauté, etc. Néanmoins, pour une fois que des évolutions sociétales vont dans le bon sens par rapport à l'écologie, ce serait bête de bouder notre joie, d'autant plus que tout ne va pas dans le bon sens. Et je finirai par cette slide. Nous continuons à acheter des produits qui sont emballés dans des emballages qui font 25 fois leur volume. Ça accroît de 25 fois le besoin de transport. Si vous regardez les chiffres qu'on a cités ce matin, fièrement en disant qu'on allait améliorer les choses de 20%, par exemple, en termes de logistique de transport, un tel produit détériore de 250% la chose. Les programmes les plus ambitieux et les plus avancés actuellement à l'ADEME permettent de faire économiser aux transporteurs de l'ordre de 5% de leur consommation et de leurs émissions de CO2. 5%, là aussi, à mettre au regard de ces 250%. Parce que c'est l'été et que c'est la fin de ces universités, en haut à droite, un produit que je vous propose de prendre de manière purement illustrative et symbolique, c'est le distributeur électrique de savon. Et c'est un produit quand même qui, pour moi, symbolise le fait qu'une partie de l'humanité est en train de travailler à réduire nos consommations d'énergie, tandis qu'une autre partie de nos ingénieurs travaille à en mettre là où il n'y en avait pas précédemment. Et c'est peut-être pas que anecdotique si vous regardez par exemple la multiplication du nombre de moteurs que vous avez aujourd'hui, de petits moteurs dans une voiture. Et le dernier pour la fin, l'obsolescence programmée, qui est un délit depuis que la loi sur la transition énergétique est passée. Et alors sur ce graphique, vous avez dans le temps la fréquence de questionnement iPhone slow, c'est-à-dire le nombre de possesseurs d'iPhone qui interrogent Google parce qu'ils ont le sentiment que leur téléphone portable ralentit. Et alors, bizarrement, chaque pic correspond à la sortie d'un nouveau modèle. Ça interpelle un peu. Alors, ça ne veut pas dire que l'obsolescence programmée, c'est un méchant petit virus qu'un méchant industriel aurait envoyé dans les réseaux pour que tous nos téléphones ralentissent. Simplement, c'est l'optimisation de la génération N+1 qui fait qu'on mise sur plus de puissance, plus d'espace, et donc, de fait, on ralentit tout ce qu'il y a derrière, et ça conduit à accroître bien sûr le désir d'achat et à conduire à la situation de turnover accéléré dans laquelle on se trouve. Alors pour ne pas finir sur une note négative, et puis ça me permet de boucler avec ce qui a pu être dit sur l'appropriation. L'appropriation de la transition énergétique par chacun, c'est aussi quelque part une sorte de sentiment de fierté d'en faire partie, d'en être acteur, de participer au changement, et c'est ce qu'arbore fièrement ce véhicule communal, puisqu'il indique qu'il est 100% électrique et qui roule grâce à l'électricité des 2 barrages de la collectivité. Il me reste à vous remercier pour votre attention et pour votre patience.